Salut à toi et bienvenue au canal business de ENG Consulting. Peut-être que tu ne le sais pas et tu seras certainement très surpris, mais il y a trois choses curieuses que les Africains qui traitent avec les entreprises turques font régulièrement. Ces trois choses sont vraiment curieuses et jusqu'à présent, il y a parmi elles des agissements que je ne comprends pas personnellement. Alors, quelles sont ces trois choses curieuses que font les entrepreneurs africains qui traitent avec les entreprises turques? Alors, salut, si tu ne me connais pas encore, je suis le docteur Emmanuel Ngaha. J'ai créé ENG Consulting pour favoriser les échanges business entre la Turquie et l'Afrique. Et tout se passe plutôt très bien. Dernièrement, j'ai lancé un programme d'entrepreneuriat collectif qui permet à ceux qui ne peuvent pas encore commencer à très grande échelle de se mettre ensemble en fonction des pays et de commander ensemble des conteneurs. Le programme est lancé et il se déroule plutôt très bien. Alors, si tu es intéressé par ce genre de programme, bien vouloir contacter ENG Consulting afin que nous te permettons de te mettre ensemble avec des personnes qui ont le même problème dans ta région et afin que tu puisses réussir dans ton business en commençant tout petit. Alors, quelles sont les trois choses curieuses que font les entrepreneurs africains qui traitent avec les entreprises turques? La première chose, c'est qu'ils posent un peu trop de questions. On dit souvent qu'il n'y a pas de bêtes questions. Cet adage est vrai jusqu'à un certain niveau. Il y a des questions bêtes et parfois il y a des questions qu'il faut éviter de poser à son fournisseur. Par exemple, un entrepreneur africain qui demande à son fournisseur comment est-ce que je vais vendre tes produits. Si tu quittes chez toi, tu viens me rencontrer, je vends par exemple des ampoules électriques, tu viens me rencontrer pour acheter des ampoules électriques, c'est que tu sais déjà comment tu vas les vendre et comment tu vas développer ton business. Me poser la question de savoir comment est-ce que toi, qui es en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, au Gabon, ou je ne sais pas trop où, comment est-ce que tu vas vendre mes ampoules électriques dans ton pays? Tu vas me donner l'image de quelqu'un qui ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire. Et justement, ça montre que, en fait, tu n'es pas le vrai client, tu n'es pas le bon client de ce produit. Mais curieusement, poser cette question aussi, justement, casse le respect que le fournisseur pouvait avoir par rapport à ta personne. Et il comprend facilement que tu es juste là pour lui perdre le temps et le vrai business, ce n'est pas avec toi qu'il va le faire. Curieusement, des gens qui posent ce genre de questions parfois finissent par acheter le produit et on comprend facilement pourquoi est-ce que ils rentrent avec le produit et n'arrivent pas à le commercialiser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait une bonne préparation. Quelle est la deuxième chose très curieuse que font les entrepreneurs africains qui traitent avec les entreprises de la Turquie? La deuxième chose très curieuse que j'ai remarqué, c'est que ils donnent des avances parfois exorbitantes et ils disparaissent. Oui, vous avez très bien compris. Ils donnent des avances exorbitantes et ils disparaissent. Je vais vous parler d'un certain nombre de cas. Personnellement, peut-être en 2015 ou 2014, je pense, il y a une entreprise camerounaise que nous avons mis en relation avec une entreprise turque par rapport à un business. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais toujours est-il que dans le déroulement du business, l'entreprise camerounaise a envoyé une certaine somme. C'était à l'époque pratiquement 2500 $. C'était une sorte d'avance. Et après, il y a même un technicien turc qui s'est rendu au Cameroun pour faire certains travaux par rapport au projet en question. Mais par la suite, l'entreprise camerounaise est restée là. Nous avons relancé l'entreprise camerounaise plusieurs fois. Nous avons relancé l'entreprise turque. L'entreprise turque nous demandait de faire avancer les choses. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, ces 2500 $ sont restés chez l'entreprise turque parce que l'entreprise camerounaise ne répond plus à nos messages, ne répond plus à nos sollicitations. Tout est resté là. Ça va vous sembler très curieux et vous allez certainement vous dire que bon, 2500 $, c'est pas très grand. Mais je continue. Un des problèmes qu'on m'a posé récemment, c'était il y a une entreprise d'un pays que je ne vais pas nommer ici parce que ce n'est pas nécessaire, a fait une avance par rapport à un projet de 120 000 $. L'entreprise a fait une avance de 70 000 $. Et
On a préparé la production et après avoir préparé la production, il fallait bien sûr que l'entreprise termine et elle récupère le produit. Mais après avoir terminé la production, tous les messages qui ont été faits à cette entreprise-là n'ont pas eu de réponse. Ils attendent toujours que l'entreprise en question puisse les relancer pour le reste. C'est-à-dire que sur 120 000 dollars, on fait moins 70 000. Donc ce reste-là, ils attendent toujours que l'entreprise puisse envoyer afin qu'ils puissent produire pour cette entreprise-là. Et ce n'est pas tout. Je suis également tombé sur des projets où, par exemple, une entreprise d'un pays africain, je ne vais toujours pas donner le pays, ils étaient en collaboration avec l'entreprise turque. Plusieurs conteneurs de couches ont été produits. L'entreprise a pris, premièrement, puisque c'était un projet sur le long terme, l'entreprise a pris premier conteneur, deuxième conteneur. Les ventes se passaient très bien parce qu'ils avaient les statistiques des ventes au quotidien. Les ventes se passaient très bien. Donc, il y avait du succès dans le projet. Et ce qui s'est passé, c'est que dans sa tête, c'est devenu un peu... ça l'a un peu dérangé, quoi. C'est-à-dire que il ne pouvait plus suivre le projet. Il est pratiquement devenu fou. Il revenait en Turquie, mais il n'allait même plus voir ses partenaires. Il faisait sa belle vie. Il allait à Dubaï. Il allait à gauche, à droite. Donc, il a vécu comme ça et il a gaspillé de l'argent. Ce qui fait qu'à la fin, il ne pouvait plus prendre le conteneur suivant. C'est comme ça que le projet s'est arrêté. J'ai également des témoignages où l'entrepreneur africain a pris le premier conteneur et il a vendu. Attention, si vous entrez dans le business des conteneurs, vous allez vous rendre compte que c'est là que le vrai business commence. Parce que lorsque tu prends un conteneur, s'il t'a coûté 10 dollars, il est en fonction du produit, il est fort probable que lorsque tu vas finir sa vente, tu aies un bénéfice de 10 dollars de plus. Ça veut dire que si avant tu pesais 10 dollars, lorsque tu as fini avec la vente de ton conteneur, il est fort possible que tu sois à 20 dollars. Et lorsque tu vas prendre un deuxième, si tu fais bien les ventes, tu risques facilement de te retrouver avec un capital de 50 dollars, alors qu'avant, tu traînais avec 10 dollars. Et parfois, tu n'avais même pas ces 10 dollars, tu as été obligé de les prendre à la banque. Donc, si tu n'es pas très ambitieux, parfois ça te perd et tu te dis que tu es arrivé à ton point d'achèvement. Et là, ça nous donne l'occasion de passer à la troisième chose curieuse que font les entrepreneurs africains qui traitent avec les entreprises turques, c'est qu'ils ne sont pas ambitieux, du moins pour certains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu commences à faire les affaires avec une entreprise et tu te rends compte que ces affaires-là marchent, généralement, tu as envie de pousser plus loin, c'est-à-dire d'aller plus loin, de t'investir, d'investir dans ces affaires-là afin que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais pour certains cas, ça ne se passe pas comme ça. Pour certains cas, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont gagné un peu d'argent, ils s'arrêtent là et ils se contentent de bouffer cet argent, de dépenser cet argent, d'investir dans des autres projets encore plus petits et parfois le projet qui leur a permis de gagner beaucoup d'argent, ils l'abandonnent et ils le négligent. Nous avons des cas où lorsque quelqu'un se retrouve en train d'être appelé boss dans le quartier, tout le monde l'appelle boss, il a une famille, il réussit à acheter 2 voitures dans son parking, il réussit à vivre dans sa maison. Pour lui, c'est bon. Parfois, il ne rêvait même pas d'arriver à ce niveau-là, ce qui fait que pour lui, franchement, la vie est belle et tout doit s'arrêter là. Nous ne sommes pas comme les Américains. Un Américain, parfois, lorsqu'il gagne 1 million de dollars, il se dit, alors ça veut dire que c'est possible, je peux gagner 2 millions de dollars. Il se donne à fond pour gagner 2 millions de dollars. Et lorsqu'il gagne 2 millions de dollars, il se dit, mais non, ça ne suffit pas. Il cherche 5 millions de dollars, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que le gars, il a faim. Et parfois, c'est cette famine-là qui nous manque. C'est-à-dire qu'on n'a pas faim, on n'a pas assez faim pour bousculer les choses. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, on se rend compte que dans nos pays, certaines choses stagnent. Tout simplement parce que derrière le projet, il y a quelqu'un qui n'en demande pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette rage-là, cette rage de vaincre. Il y a de même autour de vous des personnes qui ont cette rage de vaincre, qui ont cette énergie positive-là, qu'ils mettent sur leur projet. Ils ne s'arrêtent jamais. Généralement, leurs choses vont toujours très, très, très loin.
Et même vous personnellement, dans votre vie, il y a certainement des choses que vous avez obtenues que vous-même vous vous rendez compte que si vous n'aviez pas mis vraiment tellement d'énergie, vraiment de l'énergie, vous ne serez pas arrivé là. Parfois, vous vous rendez quelque part, et voici ce qui se passe souvent en Afrique. Parfois, tu as envie de te rendre quelque part, simplement, juste avant que tu ne sortes, il commence à pleuvoir. Parfois, il y a plusieurs attitudes. Il y a plusieurs attitudes qu'on peut avoir face à une telle situation. Certains se disent certainement, oh, c'est sûr que ce que j'allais faire là n'allait pas marcher. Donc, je préfère ne plus sortir. Je reste chez moi aujourd'hui. Parce que la pluie, là, c'est un signe du ciel que ça n'allait pas bien se passer. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent, ils prennent un parapluie et ils sortent sous la pluie pour aller. Ils disent, je suis déterminé, je dois à tout prix faire ce que je dois faire. Certains, lorsqu'ils rentrent, ils ne trouvent pas le parapluie, alors qu'ils étaient sûrs qu'il y avait un parapluie à la maison. Ils se disent, waouh, là c'est un deuxième signe. Premier signe, il pleut. Deuxième signe, le parapluie, j'étais sûr que c'était là et ça a disparu mystiquement. Donc, du coup, c'est sûr que je ne dois pas aller là où je pars là. Un winner, généralement, il pleut, je dois sortir. Je rentre prendre le parapluie, j'ai pas trouvé le parapluie, c'est pas grave, il faut que je sorte. Parfois, il sort sous la pluie, il met un autre vêtement dans le sac à plastique, il va là où il part. S'il est mouillé, il se change quelque part. De toutes les façons, il doit réaliser ce qu'il doit réaliser. Moi, je n'ai parlé que de toi. Mais toi, est-ce que tu en connais une autre? Si tu en connais une autre, dis-le nous en commentaire, ça va nous édifier et ça va nous permettre d'être avisés par rapport à ce qui nous attend lorsque nous traitons déjà avec nos frères de l'Afrique, mais aussi avec nos frères de la Turquie. Sur ce, je te dis bonne soirée, au revoir et à très bientôt. Bye bye.